Il est 13h à Conakry. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Audience au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Mali et le représentant résident de l'ONU-SIDA sont reçus par Dr Maurice Sanda Kouyaté, l'un pour dire au revoir et l'autre pour présenter ses notes de prise de fonction. À Dalaba, les paysans veulent tourner une page de leurs pratiques agricoles. Ils aspirent désormais à l'agriculture écologique, moins coûteuse et donc plus rentable. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel les accompagne. Il sera question enfin de sport avec les Jeux olympiques paralympiques 2024. Le rendez-vous est pris dans une semaine maintenant à Paris en France. Les athlètes guinéens se préparent activement pour honorer le pays. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Les agriculteurs de Dunkimania, c'est un élément sur lequel nous allons revenir au cours de cette édition d'information. Tout d'abord, le ministre de l'Information et de la Communication est en Chine. Une visite dans le cadre de l'offensive que Fanasouma mène pour mobiliser les partenaires autour des projets de son département. Le ministre s'est ainsi entretenu avec le PDG de Star Times qui s'est engagé à accompagner la Guinée pour faciliter l'accès aux informations dans les zones reculées du pays. Le point avec notre envoyé spécial, Tierno Ousmane Diallo. En marge des travaux du 6e Forum de coopération Chine-Afrique dans le domaine des médias, le ministre de l'Information et de la Communication s'est rendu au siège mondial de Star Times à Beijing. Auprès des responsables de cette entreprise, le ministre Fanasouma a expliqué l'enjeu pour le ministère de réaliser l'un des projets de la transition en matière d'accès à l'information dans 1000 zones reculées du pays, avec notamment des équipements de réception et un dispositif d'alimentation en énergie solaire. Vous savez, ce projet est extrêmement important pour le pays et surtout pour le chef de l'État, parce que ça s'inscrit dans la dynamique du CNRD qui consiste à donner l'information partout, jusqu'au dernier village de la Guinée. Voilà pourquoi nous sommes venus rencontrer les responsables de StarTime pour voir comment nous trouver la solution pour exécuter convenablement ce projet plein. Nous sommes déjà très marqués par les messages que nous avons entendus parce que le PDG de StarTime nous a assuré qu'il est déjà prenant et il s'engage à nous accompagner, à nous soutenir pour exécuter convenablement ce projet. Au-delà de l'accès à l'information, l'énergie solaire qui sera rendue disponible dans les villages reculés dans le cadre de ce projet va servir également à promouvoir des activités socio-éducatives. Star Times, qui s'engage aux côtés de la Guinée dans ce projet, va ainsi contribuer à la transformation de la Guinée profonde. J'ai grand honneur de recevoir la délégation de Son Excellence Monsieur le ministre de la Communication de la République de Guinée au siège de Star Times. Star Times a commencé son investissement en Guinée depuis 2009 et la République de Guinée, c'est parmi les premiers pays d'investissement de Star Times en Afrique. Excellence a visité une fois à Star Times, mais à cette époque-là, il était le DG de Station Nationale. Et M. Pan a visité aussi la Station Nationale de votre pays. Donc M. Pan est très content de revoir M. le ministre aujourd'hui. On a présenté le siège de Star Times à la délégation du ministre. Et le plus important, c'est de présenter la solution globale de Star Times, c'est-à-dire notre produit de l'énergie solaire. Nous avons parvenu à un consensus de travailler davantage ensemble, de pousser notre collaboration à un autre niveau. Résolu à s'investir pour faciliter l'accès à l'information partout en Guinée, le ministre Fanasouma va mettre à profit son séjour en Chine pour ouvrir la voie à de nombreux partenariats et plus globalement partager les efforts en cours pour améliorer les conditions de vie des populations. Je le disais tout à l'heure au sommaire, audience au ministère des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté a reçu successivement l'ambassadeur du Mali et le représentant pays de l'ONU-SIDA. Le diplomate malien est en fin de mission en Guinée et le cadre onusien est venu présenter ses notes de prise de fonction dans notre pays. Compte rendu, Makeme Dozo. Les relations entre la Guinée et le Mali sont fraternelles.
Ces deux pays sont liés par les frontières, mais aussi par la culture, qui fait qu'il est souvent difficile de les dissocier. Après 5 ans comme chef de mission diplomatique malienne en Guinée, l'ambassadeur Modibo Traoré est rappelé par son pays d'origine. Il fait ses adieux au ministre des Affaires étrangères avec une confirmation de la sincérité des liens historiques entre Conakry et Bamako. Depuis 1964, il y a une convention d'établissement entre la République du Mali et la République de Guinée qui fait un Malien peut s'établir en Guinée dans les mêmes droits qu'en Guinée et vice-versa. J'aimerais rappeler aussi que le prédécesseur ambassadeur avait le titre de ministre plénipotentiaire. Il participait au conseil des ministres du gouvernement. C'est l'ambassadeur du Mali assistait au conseil des ministres du gouvernement guinéen et vice-versa. Comme pour dire que les deux peuples sont le même peuple. Et ce que je vais réitérer encore au ministre, donc il peut compter sur moi aussi. Tout ce que j'ai vu ici, soit le début de la refondation jusqu'à aujourd'hui, je serai aussi une voix autorisée à traduire partout où je serai ce que j'ai vu de bien ici en Guinée. Quand les sanctions de la CEDEAO qui ont été prises contre le Mali, et le président Doumbouya a dit quelque chose, je ne dis pas que je n'applique pas. Pour les Guinéens, le Mali, c'est leur pays. Et c'est ça qui a sauvé le Mali. Il faut le rappeler. Je voudrais profiter de l'occasion pour encore remercier notre frère, l'ambassadeur, qui a fait un travail excellent. Le président m'a chargé de le dire. Au-delà de la diplomatie, il y a la fraternité. Et donc la Guinée reste totalement ouverte à mon frère. Il vient ici quand il veut, il reste autant qu'il voudra. Sous cette transition, notre pays est ouvert et attire non seulement les États, mais en même temps les institutions internationales. C'est le cas de l'ONU-SIDA, qui a désormais un nouveau représentant en Guinée. Michel Kouakou présente sa note de prise de fonction au ministre Maurice Sanda. La nouvelle loi sur le VIH qui a été promulguée récemment, qui est une loi innovatrice, qui est une loi qui met l'accent sur l'être humain, qui met l'accent sur le bien-être des personnes vivant avec le VIH et qui ouvre de nouvelles opportunités et surtout qui nous garantit que chaque Guinéen, chaque Africain, chaque ministère a un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. Et cela commence par vous, de la communication sociale. Vous continuez à parler du VIH et du SIDA comme un problème actuel, comme un problème de santé publique. Et vous connaissez l'objectif de l'ONU-SIDA et des Nations Unies, c'est de mettre fin à cette épidémie jusqu'en 2030. Ce nouveau représentant de l'ONU-SIDA, ivoirien d'origine, compte réaliser plusieurs objectifs comme l'accès à la prévention, le soutien aux malades et la réduction de la propagation du VIH-SIDA pour atteindre les objectifs du millénaire. Dans l'actualité encore, l'Indonésie vient de célébrer l'an 79 de son accession à l'indépendance. À Conakry, les festivités ont regroupé la communauté et les partenaires de ce pays de l'Asie de l'Est. L'Indonésie est un État qui entretient de fructueuses relations de coopération avec la Guinée, des potentialités notamment dans les domaines économiques et culturels. Alpha Isiagaba et Ousmane Ouatsissé. L'événement fut festif, mais surtout amical, pour célébrer à Conakry l'an 79 de l'indépendance de l'Indonésie. Il a mobilisé autour du consul honoraire et sa communauté une pléiade d'invités venus célébrer cet anniversaire. Les prouesses économiques et touristiques de ce pays, situé en Asie du Sud-Est, ont été vivement célébrées. C'était vraiment pour moi une découverte, donc j'en suis très heureux. Je souhaite que ces relations continuent, se fortifient. J'espère que le consul sera à la hauteur de cet objectif qu'il lui a donné, à savoir protéger un peu la communauté indonésienne ici. C'était pas intéressant d'écouter le consul honoraire sur les relations entre l'Indonésie et la Guinée. Et surtout ce jour où je pense que les autorités indonésiennes ont annoncé qu'ils vont créer une nouvelle capitale. Pour cette nouvelle aventure, le pays compte créer une nouvelle capitale. Les défis et les perspectives liées à cet exercice ont été présentés aux invités de Marca. Aujourd'hui a prouvé qu'en peu d'années,
elle est devenue un des dragons de l'Asie. En peu d'années, elle est aujourd'hui parmi les 10 premières puissances économiques mondiales. En peu d'années, l'Indonésie est un paradis touristique, si on parle que de la ville de Bali. L'Indonésie est un brassage ethnique, brassage communautaire religieux. L'Indonésie est composée de milliers d'îles volcaniques et abrite des centaines de groupes ethniques. Il est connu pour ses plages, ses volcans et ses dragons, une symbiose qui fait de ce pays une destination privilégiée du tourisme économique et culturel. Une question à présent. Comment promouvoir la culture de l'excellence dans les écoles guinéennes? L'Association des écoles privées appuie les efforts du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Elle compte organiser la 2e édition du concours de dictée. La compétition devra se dérouler sur l'ensemble du territoire national et va concerner les élèves des 5e et 6e années. Les initiateurs du projet ont expliqué leur motivation au cours d'une conférence de presse. Abdoulaziz Baldé. La Guinée se prépare à la 34e édition du concours de dictée PGL au Canada, 2e du genre dans notre pays. L'Association guinéenne des écoles privées, en collaboration avec le MEPUA, fait d'abord le bilan de l'année dernière et se projette sur la prochaine édition. Nouveauté de cette année, toutes les préfectures du pays seront concernées par le concours. Nos actions s'articulent essentiellement sur la promotion de la culture de l'excellence au niveau de l'éducation. Nous organisons essentiellement des compétitions, soit inter-écoles, soit des compétitions nationales, voire internationales. C'est le cas de la dictée PGL. Et nous envisageons aussi d'organiser des formations pour les formateurs. Au nom de l'institution que j'incarne, le CNT, à transmettre au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation les efforts que votre association déploie pour promouvoir la culture de l'excellence. Ces séances du dictée PGL sont soutenues par le ministère en charge du préuniversitaire. L'initiative s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement en matière de l'éducation de base afin d'apprendre aux enfants à lire, écrire et compter. Quand il s'agit de l'éducation guinéenne, chacun de nous doit s'impliquer et faire de son mieux pour tirer les choses vers là-haut. Nous voulons que chaque élève, chaque école, en participant à cette compétition, qu'il se dit « voici mon niveau, je vais me remettre en cause pour que l'année prochaine, je puisse être encore meilleur et pourquoi pas que je puisse prendre la première place. » Quand vous voyez les taux de réussite de nos enfants dans les différents examens, et si toutefois vous avez l'occasion de jeter coup d'œil sur leur relevé des notes, vous verrez que la chute d'ailleurs, l'échec de la plupart de nos candidats réside dans cette discipline qui est dictée et question. Outre la promotion du mérite dans les concessions scolaires, cette association pousse les élèves à vendre le système éducatif guinéen sur le plan international. Au même moment, SOS Village d'enfants lance la 2e édition de Campus Vacances en Zérekoré. L'activité destinée à offrir aux jeunes un espace unique de rassemblement, d'apprentissage et d'épanouissement. Le lancement officiel de cette activité est présidé par le gouverneur de région, Mohamed Saliou Paya. Plusieurs dizaines de jeunes talents se retrouvent à l'occasion de la 2e édition de Campus Vacances organisée par SOS Village d'enfants de Zérekoré. Marquant une nouvelle étape dans l'engagement de cette structure d'aide humanitaire, cette 2e édition de Campus Vacances se veut un espace de rassemblement, d'apprentissage et d'épanouissement de la couche juvénile. C'est un moment privilégié où la jeunesse se rassemble pour partager, apprendre, grandir et s'épanouir ensemble. Campus Vacances est un espace annuel que nous sommes en train de mettre en place à travers lequel nous espérons contribuer à cultiver le talent de nos enfants et jeunes, à élargir leur horizon et à renforcer les liens de fraternité, de solidarité qui les unissent. Je suis venu représenter la banque et apporter aussi notre soutien financier pour l'épanouissement, l'encadrement et l'éducation des jeunes, parce que ce sont des enfants de demain. Donc il faut les suivre, il faut les encourager.
Campus Vacances est une initiative annuelle mise en place par SOS Village d'enfants pour favoriser le développement personnel des jeunes. Parmi les jeunes participants, une frange importante est constituée de filles, l'objectif étant de créer une atmosphère d'échange et de partage. Je tiens d'abord à remercier ceux qui ont organisé Campus Vacances parce que c'est ma première fois d'y participer et je trouve cela waouh, car cela va me permettre d'améliorer encore mes compétences. À vous les jeunes enfants qui avez eu l'opportunité d'être ici, présents. Vous êtes les acteurs de demain, les porteurs d'espoir. Profitez pleinement de ce campus vacances, explorez, apprenez, partagez vos expériences. Durant 3 semaines, les participants auront l'opportunité de s'engager dans un programme intensif comprenant diverses sessions de formation. Dans l'actualité encore, je le disais tout à l'heure, les agriculteurs de Dunkimania, préfecture de Dalaba, espèrent migrer vers l'agriculture écologique. L'objectif est de réduire les charges liées aux engrais chimiques. 100 paysans viennent donc de bénéficier de l'appui du ministère de l'enseignement professionnel à travers l'UNFPP dans la fabrication de l'engrais organique. Moussa Komara. Dunkimania est une zone agricole par excellence dans la préfecture de Dalaba. Plusieurs les paysans de cette localité utilisent l'engrais chimique pour booster leur rendement. Ils se rendent compte aujourd'hui que ces produits chimiques menacent leur santé et sont à l'origine de l'appauvrissement de leur sol. C'est ainsi qu'ils ont sollicité l'appui de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel dans la fabrication d'engrais organiques. Plus de 2 mois après la formation, une mission de l'institution est dans la zone pratique pour s'assurer de l'effectivité du programme. L'idée étant qu'à la fin du processus, les agriculteurs soient outillés avec des nouvelles méthodes qui sont écologiques, qui sont bio, qui sont bien pour la santé, mais aussi qui les permettent d'être autonomes. Parce qu'à la fin du processus, il faut que ces agriculteurs aient une autonomie financière les permettant de vivre de leur travail, parce que c'est un travail qui est très pénible. Des pailles, des herbes et des bouches de vache ont été utilisés pour constituer l'engrais biologique. 100 paysans de Dunkimania maîtrisent la technique et l'utilisation pour accélérer l'accroissement de leur culture et maintenir la santé des sols. On a expliqué aux paysans l'importance de travailler avec l'engrais organique. La première des choses, c'est un engrais moins coûteux. Deuxièmement, puisqu'il est moins coûteux, donc il est économique. Deuxièmement, il conserve mieux le sol, c'est-à-dire il fertilise mieux le sol. Et la fertilisation est durable. Ensuite, il donne des produits, il est rentable. Et la conservation des produits devient plus durable. Dans une semaine, le compostage sera arrivé à terme. Ces superficies agricoles attendent pour l'expérimentation. L'engrais organique est très avantageux pour nous. Si nous réussissons dans ça, nous n'allons plus dépenser plus de 800 000 ou 400 000 dans l'engrais chimique. Sur le site, les effets de l'engrais minéral sont visibles sur les productions. Le retour à une agriculture écologique pourrait aider les paysans à augmenter leur rendement et à pérenniser la fertilité des sols. Et puis les assistants sociaux améliorent également leur connaissance sur le ciblage et l'actualisation des données du registre social unifié, une formation initiée par le Fonds de développement social qui veut ainsi gagner le pari de l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Sona Sagno. Dans une perspective de contribuer au renforcement de capacité de la politique nationale de protection sociale en Guinée, la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence, sous la houlette du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et l'UNICEF, organise la formation de 40 assistants sociaux sur le processus de ciblage et d'actualisation des données du registre social unifié. J'exprime ma gratitude au chef de l'État pour son leadership et son engagement indéfectible en faveur des populations les plus défavorisées. Afin de conférer au RSU les qualités de fiabilité et de consensus, nous avons l'obligation de le mettre constamment à jour. C'est à ce prix seulement qu'il permettra d'identifier
de manière précise et équitable les personnes et les ménages qui ont le plus besoin de l'appui de l'État et des partenaires. Je me réjouis donc de l'initiative visant à renforcer les capacités des assistants sociaux pour en faire des acteurs clés dans le processus de ciblage des bénéficiaires et d'actualisation des données du RSU. Il est de notre devoir de garantir que chaque citoyen en situation de vulnérabilité soit correctement identifié et bénéficie des programmes de protection sociale auxquels il a droit. C'est un devoir de solidarité que nous devons accomplir avec professionnalisme. Le système de protection sociale en Guinée nécessite aujourd'hui un dispositif de ciblage à la fois efficace et efficient, reposant sur des ressources humaines compétentes et des méthodes vigoureuses et rigoureuses. Ce dispositif doit être en mesure de jouer un rôle central dans la redistribution équitable des richesses, contribuant ainsi de manière significative à la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Le RSU, que l'UNICEF et l'ensemble des agences du système des Nations Unies soutiennent, est l'outil clé de cette mission. Ces assistants sociaux seront formés durant 4 jours, notamment sur les outils de collecte des données socio-économiques auprès des ménages, sur la méthodologie de ciblage des ménages et des personnes vulnérables. Dans cette lancée, ils bénéficieront également d'une formation sur les techniques de prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux, une activité qui sera suivie d'une pratique de 6 mois sur le terrain. Cet atelier destiné à nos vaillants assistants sociaux marque une étape cruciale dans notre engagement à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en Guinée à travers le ciblage et l'actualisation des données du registre social unifié RSU. Cet atelier vous permettra d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer un ciblage plus précis, basé sur des données rigoureusement collectées et actualisées. Mes sincères remerciements à Monsieur le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l'Indigence pour son dynamisme constant dans l'accomplissement de sa mission. Cet exercice de renforcement de capacité des assistants sociaux se veut un processus qui marque une étape cruciale pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans l'actualité encore, la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne vient d'organiser une séance de formation à Kindia. Les acteurs apprennent à analyser et à suivre le budget. L'objectif est donc d'impliquer tous les acteurs dans la réalisation des actions de développement des collectivités à la base. Marwan Kamara. L'analyse et le suivi du budget de l'État et des collectivités locales au centre d'une session de formation en faveur des acteurs de la société civile de Kindia. Le programme est piloté par la coalition nationale des organisations de la société civile CONASOG. L'objectif de cet atelier est de préparer, comme il est de coutume, à chaque fois qu'un financement est octroyé par l'Agence française de développement pour le suivi du budget de l'État, non seulement, mais aussi le suivi de l'ensemble des activités qui sont réalisées sur le contrat de développement et développement. Aider les acteurs non étatiques à maîtriser le déchiffrage du budget et également être capable de pouvoir analyser le contenu du budget et surtout créer les conditions d'un suivi efficace de l'action publique et aider également les autorités à mobiliser davantage de ressources. Parce que s'il n'y a pas de ressources, c'est qu'il n'y a pas de politique de financement. Et s'il n'y a pas de financement, c'est qu'il n'y a pas d'émergence économique. Cette session de formation de 10 jours vise à renforcer la capacité des participants afin qu'ils soient de vrais acteurs du développement inclusif et durable de notre pays. Il est important de rappeler ici que ce mécanisme innovant de financement s'inscrit dans le cadre de la contribution à l'initiative renforcée d'allègement de la dette de notre pays. Ce mécanisme consiste à reconvertir la dette remboursée par la Guinée aux membres du Club de Paris en subvention pour le développement de projets de notre pays. Si la population aujourd'hui que nous représentons est bien outillée par rapport au contrôle citoyen, je pense que ça pourra beaucoup nous aider pour essayer de voir comment nos ressources sont gérées au niveau de l'État et au niveau des collectivités. Ce débat public sur la bonne gouvernance budgétaire est l'un des volets du projet de désendettement et de développement CDD
financé par l'Agence française de développement AFD. Et puis, le sous-lieutenant Sano Kaba Keita est un des vétérans de la Première Guerre mondiale. Ce tirailleur sénégalais d'origine guinéenne a joué un rôle au sein de l'armée coloniale. Et pour préserver sa mémoire, sa famille a rendu ses objets militaires à la direction du patrimoine historique des armées. Un moment plein d'émotion que le ministère de la Défense nationale a décidé d'immortaliser. Adjudant-chef Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Natif de Lorombo, dans la préfecture de Koursa, le sous-lieutenant Sano Kaba Keita est l'une des figures emblématiques de l'histoire militaire coloniale de la Guinée. Ce tirailleur sénégalais, vétéran de la Première Guerre mondiale, a consacré sa vie au service de son pays et de la France métropolitaine. Engagé volontaire dans l'armée coloniale, le sous-lieutenant Sano Kaba Keita a participé à des batailles et obtenu de nombreuses distinctions. Aujourd'hui, 16 médailles de bravoure, un livret militaire et des divers objets lui appartenant sont remis par sa famille au ministère de la Défense nationale. Ce travail de recherche est mené avec brio par les cadres de la Direction générale du patrimoine des forces armées sous la clairvoyance de Monsieur le ministre de la Défense nationale qui ne ménage aucun effort pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. De retour au pays, le sous-lieutenant Sano Kaba Keita a joué un rôle essentiel dans la construction de l'armée guinéenne pour sa contribution à la création des camps militaires de Kindia et de Kankan. Il a également réussi à amorcer l'élan de développement de son village Lorombo et de sa contrée le Oulada. Après avoir accompli sa mission de bon soldat, il rejoint son village, son pays, la Guinée, et assura le commandement dans les camps militaires de Kindia et de Kankan. À sa retraite, le lieutenant Sano Kaba Keita vient s'installer définitivement à Lorombo, son village natal, auprès de son père. Vous avez rendu ces médailles. La corporation qui les mérite, c'est l'armée. L'armée est l'entité qui vit pour le devoir, qui se reconnaît pour le devoir bien accompli. Ce n'est pas des médailles seulement. Ces médailles constituent en même temps des reliques pour l'armée guinéenne. Cet hommage rendu à ce vétéran de l'armée coloniale est l'occasion de saluer la mémoire de tous les tirailleurs sénégalais, ces soldats africains qui ont combattu pour la France lors des 2 guerres mondiales. Leur courage et leur sacrifice méritent d'être reconnus et célébrés. Un mot de sport maintenant pour dire que Paris va abriter les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. 12 jours de fête donc au cours desquels le monde entier va célébrer les performances de ces athlètes d'exception. En Guinée, l'heure est à la préparation avec pour ambition essentielle de représenter valablement le pays et ce malgré le manque d'infrastructures adaptées à leurs conditions physiques. Kadiatou Traoré. Les Jeux paralympiques, c'est du sport, mais tellement plus encore. Une combinaison de rendez-vous culturels, de programmation artistique et de performances diverses qui créent une expérience unique en son genre. Nos athlètes qualifiés pour ces Jeux paralympiques Paris 2024, qui se préparent activement dans des conditions difficiles, par manque d'infrastructures adaptées, sont malgré tout engagés et surtout déterminés à défendre le tricolore guinéen. Et les préparatifs, ça se passe mal, parce qu'on n'a pas de terrain, ni s'entraîner. Moi, mon objectif, d'aller décrocher les médailles et ramener au pays natal. Vous voyez où on s'entraîne, c'est sur de la terre battue. Et pourtant, la compétition se fait sur le tartan. Pour le Comité national paralympique sportif guinéen, participer aux Jeux paralympiques est une opportunité pour vendre l'image du pays et remporter des médailles dépend des préparatifs qui s'étendent sur des années. Nous traversons d'énormes difficultés par rapport à la préparation. Nous avons le moral quand même, puisque nous partons vraiment pour défendre les porteurs d'handicap. Parce que qui dit l'handicap parle de la stigmatisation. Mais aujourd'hui, avec la pratique du sport, nous commençons à avoir beaucoup d'espoir. Il faut préciser que la Guinée va à ces Jeux paralympiques avec 3 athlètes. En para-athlétisme, saut en hauteur et en para-haltérophilie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.
Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité. L'actualité guinéenne, bien sûr. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.